Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce dernier 18-20 heures pédagogique. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Déborah Romain Delacour, qui est psychologue de métier et qui est aussi formatrice en sciences humaines et sociales. Et aujourd'hui, elle va aborder le thème connaître et accompagner les troubles 10 TDAH en contexte d'apprentissage. Donc, n'hésitez pas tout le long de ce webinaire à intervenir dans le chat et on n'hésitera pas à poser des questions. Déborah, c'est à vous. Très bien, bah, merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Bah, écoutez, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là parmi vous ce soir. Merci à vous tous pour votre présence. Donc peut-être avant de démarrer ce webinaire, je vais voilà, en quelques instants me présenter assez rapidement. Donc effectivement, donc moi je suis psychologue. Donc j'exerce en libéral depuis 4 ans environ. Dans mon cabinet, j'ai 3 grands types d'activités. Donc une activité de formation en sciences humaines et sociales. J'ai également une activité de coaching ou d'accompagnement individuel et une activité de conseil aux entreprises, donc publiques et privées. Et en parallèle de mon activité libérale, donc j'ai une activité également d'écriture de livres à destination du grand public. Donc c'est pour une collection de livres d'auto-coaching, donc sur la thématique du développement professionnel. Et donc je travaille pour une maison d'édition qui s'appelle Studirama. Peut-être certains d'entre vous connaissez cette maison d'édition. Donc voilà pour mon activité actuelle. Et auparavant, donc j'ai été pendant plusieurs années directrice adjointe d'une école, donc qui fait partie du réseau des maisons familiales et rurales. Et en fait, une de mes missions qui était très importante dans le cadre de ce poste, c'était justement d'accompagner des élèves et des étudiants en situation de handicap, donc de la seconde, puisque nous on les accueillait de la seconde jusqu'au BTS, et également des adultes en formation continue. Et donc, dans ce cadre, j'ai accompagné un certain nombre d'élèves avec notamment des troubles 10 et des troubles TDAH. Donc voilà, l'idée un petit peu de ce soir, c'est justement de pouvoir partager mon expérience sur ce sujet. C'est pour ça qu'on vous propose ce webinaire. Donc, bah, écoutez, en tout cas, ce webinaire, voilà, j'ai envie qu'il soit interactif au maximum. Donc, n'hésitez pas voilà, à poser vos questions sur le chat. Il y a Xavier qui va me relayer vos questions, vos interrogations, vos sentiments, vos impressions. Voilà, n'hésitez surtout pas à interagir au fur et à mesure. Et bah, je vous propose de démarrer. Donc, on va aborder 3 grands axes ce soir. Bah, le premier grand axe, c'est justement la caractérisation de ces troubles 10. On va essayer de les définir. Qu'est-ce que sont ces troubles? Quels sont les symptômes? Et surtout de s'arrêter au niveau de sévérité, puisque selon les troubles, ils vont être plus ou moins sévères. Donc, on va passer un petit peu de temps là-dessus. Ensuite, le deuxième grand axe qui est vraiment très important, parce que la plupart du temps, quand on parle des troubles 10, justement, on parle des troubles et on oublie un petit peu les talents qui sont associés à ces troubles. Donc là, j'aimerais passer un petit temps avec vous ce soir pour rappeler que ces profils qui sont atypiques ont aussi des talents extraordinaires, et c'est d'identifier un petit peu leur mode de fonctionnement, leur valeur ajoutée et les talents qu'ils peuvent avoir, et de s'arrêter là-dessus, sur leurs forces et des choses qui sont vraiment très, très positives et sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer. Et le troisième grand axe que nous verrons, c'est un axe très important quand on parle de handicap, c'est justement faire la distinction entre handicap et situation de handicap. Et on verra qu'en fonction de ces termes, derrière, on n'a pas les mêmes idées, et on réfléchira ensemble à ces deux notions de handicap et de situation de handicap, et notamment concernant justement les troubles 10 et les troubles TDAH. Donc voilà pour les 3 grands axes. Donc je vais démarrer.
Donc, on va démarrer. Xavier, tout à l'heure, vous demandait de prévoir une petite feuille de papier et un stylo. Donc, voilà, c'est le moment de les sortir. Pour ceux qui souhaitent faire cette petite expérimentation, voilà, d'une trentaine de secondes. Donc, vous voyez, vous avez un texte à l'écran. Donc, ce que je vous propose de faire, pour ceux qui souhaitent le faire, c'est de copier ce texte. Donc, vous avez 30 secondes pour recopier ce texte. Et bien sûr, vous devez le recopier le plus vite possible pour être dans le timing et sans faute. Donc, je vous laisse prendre votre feuille, votre stylo et essayer voilà, de copier ce texte le plus rapidement possible et qu'il soit le plus fidèle possible à ce que vous pouvez voir sur l'écran. Donc, je vous laisse encore quelques secondes. Et après, justement, l'idée, c'est de partager ensemble, une fois que vous aurez fait ce petit exercice, de partager ensemble vos ressentis, vos impressions par rapport à cet exercice. Qu'est-ce que vous avez pu ressentir? Quelles impressions vous avez eues? Ce que je vous propose de faire, c'est de peut-être partager ça sur le chat. Et puis, Xavier va me relayer un petit peu vos messages pour qu'on puisse voilà, mettre tout ça en commun. Donc, à partir de cet exercice de copie, qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Dans quel état vous étiez? Est-ce que c'était facile, difficile? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire de tout ça? N'hésitez Donc pas à voilà, m'y là, mettre. voilà, on a terminé les 30 secondes, donc on peut stopper. Alors, j'ai pas chronométré, mais bon, à peu près, hein. C'est juste histoire de se faire une petite idée. Et du coup, voilà, la question que je vous pose comme ça dans ce début de webinaire, c'est est-ce que vous avez réussi cet exercice? Est-ce que c'était un exercice compliqué pour vous? Et quelles sont un petit peu vos impressions, vos ressentis, les difficultés que vous avez pu éprouver, rencontrer? Donc voilà, si vous avez envie de partager tout ça sur le chat, comme ça, on va essayer un petit peu de mettre en commun. Moi, je vais commencer parce que j'arrivais Ouais, pas à comprendre le texte. Donc, du coup, je me suis retrouvé en difficulté pour écrire parce que j'ai voulu ouais. comprendre avant de réécrire pour gagner du temps. Et en fait, du coup, pas du tout réussi. Exercice très difficile. Exactement. Alors, il y a des personnes qui réagissent. On a Oui. Axel qui dit avez-vous réussi? Donc, non, incompréhension du texte et du sens. Mm, Il y a Fred et Mylène qui écrivent qu'ils n'ont pas pu finir la rédaction du texte. D'autres mm, personnes qui écrivent compréhension du texte malgré les mots mal orthographiés. mm, On essaye de comprendre avant d'écrire. Pour connaître cet exercice, c'est impossible à réaliser dans le temps et surtout de bien écrire. mm, Une autre personne dit exercice compliqué, envie d'arrêter car incompréhension totale. mm. On a Laurie qui dit pour ma part, j'ai réussi à recopier jusqu'à donc. Ce qui était, ce qui était difficile, c'est de copier les mots que je ne comprends pas. Ouais. Euh, une personne qui dit qu'il manque de temps, pas assez de temps, les caractères et la police, c'est différent. Besoin de se concentrer sur les mots incompréhensibles, donc retard dans l'écriture. Mm, Vraiment difficile, mots incompréhensibles, temps court. Voilà. mm, Quelques mots compliqués à traduire. mm. Voilà, je lis au fur et à mesure. Hein. Oui, ouais, c'est très bien, c'est très juste tout ça, effectivement. Il n'y a pas d'autres réactions pour le moment. D'accord. Voilà, en fait, c'est vrai que donc là, c'est un texte que je vous ai proposé, donc un texte que j'ai créé à partir d'un texte existant et vous avez pu remarquer que dans ce texte, ce texte, il y a une difficulté à accéder au sens puisqu'il manquait des mots. Certains mots avaient été remplacés par des suites de lettres complètement aléatoires. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer. J'ai changé des polices aussi, donc des polices qui sont plus ou moins lisibles. Certaines sont vraiment très illisibles. J'ai souligné voilà, volontairement certains mots. L'objectif, c'était vraiment de rendre ce texte difficile d'accès à la lecture et de montrer à quel point, quand on a du mal à lire un texte, du coup, on a du mal au niveau de la copie de ce texte. Et là, donc, on est dans une situation un petit peu particulière, dans une expérimentation avec un texte un petit peu, voilà, un petit peu bizarre, hein, qui paraît un peu bizarre. Et l'idée, c'était d'expérimenter ce que peuvent ressentir les personnes 10, et notamment les personnes dyslexiques
dyslexiques et dysorthographiques et surtout dyslexiques à la lecture de textes, puisqu'elles-mêmes vont avoir des difficultés de compréhension, d'accès au sens et il y a certains mots qui ne vont pas avoir de sens du tout. Et ça rend cet exercice extrêmement difficile. L'exercice de la lecture, de la compréhension du sens et de recopier le texte, extrêmement difficile. Et en fait, là, l'idée avec ce petit exercice, cette petite entrée en matière, c'était que vous puissiez un petit peu expérimenter ça et surtout vous mettre à la place d'une personne dyslexique et ressentir ce qu'elle peut ressentir. Et effectivement, il y a eu plein de choses très intéressantes qui ont été dites sur le chat. Et là, si je résume un petit peu, bah, les obstacles qu'on peut rencontrer dans ce type d'exercice et que vous avez rencontré, bah, c'est ce qui a été dit, hein, c'est l'accès au sens, difficulté de comprendre le sens du texte. Du coup, ben, on n'arrive pas à copier fidèlement ce texte sans faire aucune faute, puisqu'en fait, on est sans arrêt obligé de faire des allers-retours entre le texte et sa feuille, ce qui fait perdre énormément de temps et ce qui coûte beaucoup d'énergie. Évidemment, comme là, je vous ai donné un temps limité, 30 secondes, un temps très court, bah, il faut aller très vite pour faire la tâche. Donc, ça crée, je ne sais pas si vous pouvez voir votre feuille et comment vous avez écrit, bah, ça peut créer des problèmes de lisibilité de l'écriture, hein, c'est-à-dire que l'écriture n'est pas aussi belle et aussi nette que quand vous avez plus de temps pour écrire. Évidemment, cet exercice-là, ça génère du stress parce qu'on a un objectif à atteindre, un objectif qui est difficile à atteindre, de la fatigue et des émotions négatives. On peut se dire qu'on n'y arrivera pas, que c'est trop compliqué, se demander pourquoi on ne comprend pas, etc. Et donc, voilà, ça, ce sont des ressentis et des obstacles que vivent les personnes dyslexiques en permanence quand elles sont confrontées justement au texte, à l'écriture et à la lecture. Donc voilà, l'idée, c'était de pouvoir un petit peu faire cette introduction avec cette petite expérimentation. Donc, je vais continuer. Donc là, je vais un petit peu définir ce que sont les troubles 10, vous expliquer un petit peu. Donc, les troubles 10, ce sont des troubles cognitifs qui génèrent des difficultés d'apprentissage. Donc, ce sont certains spécialistes hein, de ces problèmes 10 parlent de pannes, de véritables pannes qui se situent dans le cerveau et du coup qui entraînent des troubles des fonctions cognitives. Donc, on a notamment le docteur Pouet hein, qui a pas mal écrit autour de cette idée de panne qui est intéressante et qui permet d'expliquer un petit peu justement les troubles et les difficultés des personnes qui ont ces troubles 10. Et ce qu'il faut savoir et ce qui est très important à savoir, c'est que ce sont des troubles durables, c'est-à-dire qu'ils ne se soignent pas. Donc, même si les personnes qui ont ces troubles 10, donc ça démarre dans l'enfance, hein, vont pouvoir être suivies, accompagnées, pris en charge et vont pouvoir trouver des moyens de compenser ces difficultés, les troubles existeront toujours. Mais du coup, ils seront invisibles puisqu'on n'aura pas accès aux conséquences du trouble. Mais ça génère quand même voilà, une fatigabilité et des difficultés, même si elles sont compensées. Donc, on ne guérit pas des troubles 10. On est avec et après, on doit voilà, apprendre à vivre avec, en fait, véritablement. Donc là, du coup, quand j'ai parlé des troubles 10, je disais que c'était des troubles qui sont des troubles cognitifs. Donc, c'est des troubles qui atteignent les fonctions cognitives. Donc là, l'idée, c'était un petit peu de faire un petit récapitulatif des fonctions cognitives dans le cerveau, hein, puisque vraiment, c'est une problématique neurologique et en lien avec le cerveau. Donc, l'idée, c'est de refaire un petit point là-dessus. Donc, en fait, les fonctions cognitives, on a trois grands types de fonctions cognitives, les fonctions exécutives, la mémoire et les fonctions instrumentales. Donc, les fonctions exécutives, pour faire rapide, c'est tout ce qui est en lien avec la concentration et l'organisation.
La mémoire, donc on a plusieurs types de mémoire possibles. Enfin, mémoire, il existe plusieurs types de mémoire. Et en fonction de l'information qu'on a à retenir, on va mobiliser une mémoire, un type de mémoire ou une autre. Donc, la mémoire sémantique, c'est toute la mémoire des mots et de des significations. La mémoire épisodique, c'est la mémoire des souvenirs. La mémoire émotionnelle, elle est en relation avec toutes les émotions, hein, qu'elles soient positives ou négatives. La mémoire procédurale, c'est la mémoire des procédures. Donc, en fait, quand on apprend des gestes techniques, par exemple, pour les enfants, quand ils apprennent à manger avec les couverts, ça peut être pour l'apprentissage des lacets, faire les lacets, ça, c'est la mémoire procédurale. On a aussi, par exemple, apprendre à faire du vélo, apprendre à conduire. Tout ça, c'est en relation avec, enfin, c'est la mémoire procédurale qui se charge voilà, d'encoder en fait ces souvenirs pour les maintenir durables et pouvoir les réutiliser en fait quand on en a besoin. Et la mémoire de travail, c'est la mémoire qui nous permet de travailler sur une tâche. Donc, c'est une mémoire qui permet d'encoder un certain nombre d'informations et de pouvoir être efficace sur une tâche donnée. Donc ça, c'est pour la mémoire. Et pour les fonctions instrumentales, hein, donc c'est la troisième fonction, grande fonction cognitive. Donc les fonctions instrumentales concernent le langage, donc oral et écrit, tout ce qui est perception, les nombres, voilà, tout ce qui est données chiffrées, et puis aussi les gestes. Donc, quelques chiffres hein, pour se rendre compte un petit peu du phénomène. Donc, voilà, l'OMS dit à peu près au niveau des statistiques, donc c'est un ordre de grandeur hein, qui est à peu près dans la population mondiale 10% de la population qui est touchée, à peu près entre 8 et 10%. Donc, pour vous donner un petit peu voilà, une idée, c'est au moins un enfant par classe chaque année qui va souffrir de troubles 10. Et cette classe-là d'enfants, on a 1 à 2% des enfants concernés qui vont avoir véritablement des troubles assez sévères. Et donc, ça va avoir des répercussions en fait sur leur scolarité et aussi leur vie quotidienne. Donc, au niveau de ces troubles, donc on parle de troubles 10, ils sont très variés. On peut résumer ça en trois grandes catégories de troubles. Hein. Ces troubles 10, ils vont toucher le langage, ils vont toucher la numératie, donc c'est tout ce qui est données chiffrées, et les praxies. Donc, je vais revenir sur chacune des trois grandes catégories pour vous les détailler un petit peu plus. Alors, on y va. Donc, la première grande catégorie touche le langage. Donc, effectivement, quand on parle des troubles 10, c'est vraiment en général ce qui vient à l'esprit. Et d'ailleurs, au départ, hein, au démarrage, quand on a commencé à étudier les troubles 10 et à les répertorier, on parlait de dyslexie. C'était vraiment le premier trouble, en fait, qui a été mis en évidence euh, tout de suite. Et après, en fait, les chercheurs, les médecins, les orthophonistes, etc., se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs types de troubles différents et ont vraiment voilà, parlé justement de troubles au pluriel pour montrer à quel point il y a... voilà, il y a une constellation en fait de troubles 10 qui existent. Donc là, si je reprends le langage, on a la dyslexie, donc là c'est vraiment le trouble de la lecture. On a la dysorthographie, trouble de l'écriture, et on a la dysphasie, donc qui touche le trouble du développement en fait du langage oral. Donc là qu'on va voir plutôt chez des enfants plus petits dès l'apprentissage de la parole, alors que la dyslexie, la dysorthographie, on commence vraiment à s'en rendre compte plutôt à des âges scolaires. Alors, ce qui est très important de savoir, c'est que c'est dans ces trois troubles, en fait, ce qui est très difficile pour les enfants et les élèves et les jeunes qui souffrent de ces troubles, c'est ce qu'on appelle le phénomène de double tâche. C'est-à-dire que dans chacun des cas de figure, ils vont avoir deux tâches à réaliser et c'est ça qui va
poser problème et qui va générer des difficultés. On a par exemple pour la dyslexie, on a donc la dyslexie, c'est un trouble de la lecture et la double tâche, c'est quoi? C'est à la fois l'enfant va devoir lire le texte, mais à la fois, il va devoir le comprendre en même temps. Donc, c'est cette double tâche qui va poser problème. Au niveau de la dysorthographie, c'est pareil. Il y a la double tâche, c'est-à-dire qu'il doit écrire le texte, ne pas faire de fautes et en même temps, par exemple, quand il copie un texte, il doit se concentrer sur à la fois le texte qu'il recopie et sur le geste de copier le texte. Et puis pour les troubles du langage oral, la dysphasie, on est aussi sur une double tâche puisque l'enfant est en situation de communication, il doit comprendre ce qui est en train de lui être dit et en même temps, il doit s'exprimer. Donc, c'est toujours cette idée de double tâche qui est difficile parce qu'en fait, les gestes, les savoir-faire ne sont pas automatisés. Donc, ça va être extrêmement coûteux et ça va générer une lenteur, beaucoup de fatigue, de la difficulté à s'organiser justement dans la tâche quand il faut réaliser une tâche en relation avec la lecture, l'écriture. Et du coup, ça va entraîner des résultats variables, c'est-à-dire des réussites qui vont être partielles et souvent des échecs. Et c'est ça qui va mettre en difficulté l'enfant et après le jeune, c'est l'élève, c'est vraiment d'être dans une situation où il essaye, mais où il n'y arrive pas. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui va être très complexe. Et du coup, c'est un des enjeux, c'est comment mettre la personne qui souffre de trouble 10 en situation de réussite, parce que c'est vraiment ça l'enjeu le plus important. Donc, premier point, on avait dit le langage. Deuxième point, la numératie. Donc, la numératie, on parle de dyscalculie. Donc, la dyscalculie, c'est un trouble qui touche la sphère de tout ce qui est données chiffrées, en fait. Donc, comment comprendre, utiliser, interpréter ou communiquer à l'aide des nombres. Donc, effectivement, ça génère des difficultés à lire les nombres, ça génère des erreurs de calcul, ça génère des erreurs dans l'écriture des nombres aussi. Ça prend en considération la partie orientation dans l'espace et ça peut générer comme trouble aussi les difficultés à lire l'heure. Donc tout ça, ça fait partie de la sphère de la numératie. Donc c'est ce qu'on appelle la dyscalculie. Et le troisième, c'est touche les praxis. Alors donc les praxis, qu'est-ce que c'est? En fait, les praxis, ce sont les pratiques ou autrement dit, ce sont tous les gestes qui sont appris, les gestes qui sont non naturels. Et chacun de nous, dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle une bibliothèque de gestes non naturels. Ces gestes non naturels, donc, ils vont faire l'objet d'un apprentissage et une fois qu'ils vont être appris, ils vont pouvoir être automatisés, devenir automatiques. Vous vous rappelez tout à l'heure, c'est ce qu'on disait avec faire ses lacets, manger tout seul, faire du vélo, conduire une voiture, etc. Au début, c'est très difficile, l'apprentissage est très fastidieux et puis après, c'est automatique et on fait spontanément sans s'en rendre compte et c'est plus du tout coûteux d'un point de vue cognitif. Eh bien, le problème donc pour les personnes, les enfants qui souffrent de troubles 10, c'est que justement l'automatisation ne va pas se faire. Donc, on a par exemple les dyspraxies qui sont des troubles de la coordination. Hein, ça peut être un petit peu illustré par des grandes maladresses, mais vraiment, on va dire la maladresse extrême, puisqu'il y a vraiment cette difficulté au niveau de la coordination. Et puis, on a aussi la dysgraphie. Donc là, on est vraiment sur les troubles de la graphomotricité, donc sur ce qu'on appelle la motricité fine et qu'on peut voir apparaître. Hein. D'ailleurs, la dyspraxie ou la dysgraphie, ce sont des troubles qu'on peut voir apparaître des petits, hein, des âges très petits chez le petit enfant. Et la dysgraphie, c'est vraiment des troubles de la motricité fine. Hein, donc, effectivement, on peut le voir au niveau du coloriage, de commencer à la manipulation un petit peu fine des objets, des stylos, etc.
Et donc, la difficulté, bah, c'est ça, c'est que en fait, chez les enfants qui ont ces types de troubles-là, ben, il n'y a pas d'automatisation de ces gestes non naturels que tous les autres enfants vont apprendre et vont apprendre, automatiser et ça va fonctionner. Et ben chez les enfants qui ont des troubles 10, ben ça va être plus compliqué puisque l'automatisation se fait pas. C'est véritablement la difficulté. Donc, concrètement, quand on parle des troubles 10, est-ce que on parle d'un trouble ou de plusieurs troubles? Eh bien, ça dépend des enfants. Il peut y avoir des enfants qui vont avoir ce qu'on appelle un trouble spécifique. Donc, c'est un trouble qui est isolé. Et on a d'autres enfants qui vont avoir ce qu'on appelle un trouble complexe. Donc là, c'est une association de plusieurs troubles, en fait. Donc une constellation de plusieurs troubles et qui vont interagir les uns avec les autres. Donc on est vraiment, quand on s'intéresse aux troubles 10, on est vraiment sur du cas par cas. Chaque enfant est différent et d'ailleurs, chaque enfant va devoir être accompagné différemment, évidemment en fonction de son trouble, mais aussi en fonction de son histoire, en fonction de sa personnalité, en fonction de sa manière d'être, en fonction de son contexte de vie. Tout ça, c'est vraiment à prendre en considération et c'est ça qui va permettre d'élaborer un accompagnement sur mesure où toutes les parties prenantes vont être autour de l'enfant. Donc évidemment, ben, on va avoir la partie, la famille qui est très importante. On a la partie scolaire. Et puis on a la partie, bien sûr, qui est très importante, la partie également périscolaire, donc sur tout ce qui est voilà, dans le cadre des accueils ou aussi quand les enfants sont accompagnés par les assistantes maternelles. Donc voilà, tout le monde va pouvoir jouer un rôle là-dedans. Évidemment, les enseignants, les médecins aussi, orthophonistes, voilà, toutes les personnes qui vont pouvoir rééduquer l'enfant et lui permettre de progresser et de faire en sorte d'atténuer au maximum ces troubles qui sont difficiles et qui empêchent en fait de se développer au même rythme que les autres. Donc c'est vraiment à chaque fois, c'est dur sur mesure au cas par cas. Il y a pas de réponse type, mais bon, comme, comme souvent. Alors. Donc là, on a parlé des troubles 10 et là, on va un petit peu aborder le TDA avec ou sans H, donc qui est parfois associé. Donc le TDAH, c'est un trouble du déficit de l'attention, donc qui peut être avec ou sans hyperactivité. Donc il y a trois grands symptômes des difficultés d'attention. Et ça, on le retrouve dans tous les TDA, que ce soit avec ou sans hyperactivité. Et après, associé aux difficultés d'attention, on peut avoir de l'hyperkinésie, donc les enfants qui ont vraiment besoin de bouger tout le temps, en fait, et de l'impulsivité. Donc l'impulsivité, c'est difficulté voilà, à contrôler, par exemple, ses colères, à contrôler ses pulsions, euh, voilà, être un petit peu, c'est un petit peu tout simplement, voilà, être hyperactif et être un petit peu impulsif. Donc, avec évidemment des variations différentes en fonction des enfants. Donc, ce symptôme de l'impulsivité, on le trouve pas nécessairement associé. Ça dépend vraiment des enfants. C'est ça qui différencie le TDA avec ou sans H. Donc, ce qui est très important, bien sûr, pour poser un diagnostic, c'est qu'il faut que l'expression des symptômes, elle soit persistante, c'est-à-dire elle dure au-delà de 6 mois, que ce ne soit pas juste une petite période isolée, qui peuvent s'expliquer potentiellement par d'autres causes, en fait, tout simplement. Donc, il faut que ça dure un petit peu dans le temps. Ce qui est important, c'est que ça doit être un obstacle au développement de l'enfant, considérer que c'est vraiment véritablement un trouble et que ça va venir perturber l'insertion sociale et le travail scolaire pour les enfants qui sont en âge scolaire. Et c'est ça qui va permettre de poser un diagnostic. Et ce qui est important avec ce TDAH, c'est qu'effectivement, parfois, on peut le retrouver
seul et parfois on va le retrouver associé avec des troubles 10. Donc on a des troubles 10 plus le TDA avec ou sans H. Donc encore une fois, c'est vraiment en fonction de l'enfant, hein. Donc, vous pouvez imaginer, après tout ce que je vous ai dit, hein, puisqu'on est vraiment dans des difficultés qui sont liées à la manipulation de données chiffrées, à la manipulation de mots, de données verbales. Donc, bien sûr, la salle de classe, ça va être pour ces enfants-là un véritable cauchemar et ça peut d'ailleurs devenir un véritable traumatisme. Il faut vraiment essayer de se mettre à la place de l'enfant et après de l'élève. On est vraiment ils sont vraiment dans un environnement hostile puisque toute la journée ils vont manipuler voilà des mots, des lettres, des chiffres et que ça ils ont des difficultés avec tout ça. Souvent ils ont aussi des difficultés d'organisation et la classe, il faut s'organiser, il faut être rapide, il faut respecter les consignes. On a aussi la pression du groupe, hein, puisque qui dit salle de classe dit aussi groupe classe avec les autres élèves qui, eux, n'ont pas de troubles du développement. Et donc, ces enfants voilà, qui souffrent de troubles 10, ils souffrent aussi du regard des autres, de la comparaison et des évaluations, hein, puisque ils doivent être évalués comme les autres et ça peut être difficile quand ils sont évalués et quand ils sont en situation d'échec parce qu'ils n'y arrivent pas sur une tâche qui est en relation avec la lecture, l'écriture, les chiffres, hein, ça peut être vraiment extrêmement difficile, extrêmement décourageant et ils peuvent très vite se retrouver toujours, souvent en situation d'échec. Et c'est ce qu'on appelle à ce moment-là le cercle vicieux des troubles de l'apprentissage, où finalement, voilà, tout devient négatif et l'enfant a du mal à se sortir de cette situation-là. Et ça peut, hein, pour les cas extrêmes, générer ce qu'on appelle de la phobie scolaire et du coup du décrochage scolaire, c'est-à-dire l'enfant n'est plus scolarisé parce qu'il ne peut plus aller à l'école, parce que ça génère une angoisse telle chez l'enfant et après le jeune, hein, par exemple on le voit chez les adolescents, qu'ils ne veulent plus être en relation avec l'école. Et ça va être voilà, tout un travail de comment aussi faire raccrocher ces jeunes-là qui souffrent de phobie scolaire. Mais là, on est vraiment dans des cas extrêmes. Souvent, on n'en arrive pas là. Mais cette angoisse, elle est quand même présente. Et c'est pour ça que c'est très important d'accompagner ces difficultés pour faire en sorte que les enfants qui ont ces difficultés et ces troubles 10 puissent véritablement se sentir dans un milieu sécurisant, bienveillant, positif et les mettre dans une dynamique de réussite. C'est-à-dire ne pas toujours voir parce qu'ils ne réussissent pas comme les autres, mais voir aussi ce qu'ils réussissent tout simplement. Donc ça peut être ne pas forcément noter la forme, mais noter les idées, la réflexion. Ça va être aussi essayer au maximum de passer pour ces enfants-là à l'oralisation, donc dire les choses à l'oral et essayer d'éviter le mode de communication écrit qui peut poser problème. C'est trouver en fait des aménagements pour que justement la salle de classe soit plus un cauchemar pour ces enfants et qu'ils aient plaisir à aller à l'école tout simplement. Et que ce soit plus un lieu où toutes les incapacités sont remarquées, parce que c'est ça aussi la problématique, c'est qu'à l'école, on remarque plus ce type de troubles, hein, qui sont des troubles de l'apprentissage et en relation avec souvent les apprentissages scolaires. Donc, je parlais avant du cercle vicieux des troubles de l'apprentissage. Donc, j'avais envie un petit peu de vous détailler ça parce que je pense que c'est vraiment une notion qui est assez importante dans l'accompagnement de ces publics. Donc, et bien sûr, on démarre par une situation d'échec, hein, en fait, puisqu'on se retrouve avec des enfants, des élèves qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont des difficultés. Donc, ils n'arrivent pas à faire juste les exercices qu'on leur demande. Ils se retrouvent en situation d'échec et ça peut générer donc des troubles de la scolarisation. Donc, troubles de la scolarisation, c'est des
ça peut être des périodes d'absence, par exemple, parce que effectivement, l'école va générer trop d'angoisse, trop de difficultés, que ça va être voilà, des enfants qui peuvent passer du temps à être absents de l'école parce qu'ils ont du mal à y aller, parce que c'est trop difficile, même psychologiquement, ça les met dans des situations compliquées. Du coup, on a vraiment un peu ce yo-yo et cette scolarité en dents de scie avec des temps où ils vont à l'école, puis des temps où ils vont plus. Donc ça, ces troubles de la scolarisation, ça crée aussi ce qu'on appelle un complexe d'échec. Donc le complexe d'échec, c'est quoi? C'est ces enfants, s'ils vivent à l'école sans arrêt des échecs, c'est-à-dire que sans arrêt, ils ont des copies avec du rouge, c'est faux, des mauvaises notes, ils sont pas bons, etc. Ben, ils vont finir par avoir ce complexe d'échec qui est qu'ils vont anticiper l'échec. C'est-à-dire que ils n'ont même pas encore échoué, qu'ils savent qu'ils vont échouer. En fait, ils sont résignés et c'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Je pense que je vais échouer, donc forcément, je vais échouer. Et après, c'est véritablement un cercle vicieux où l'enfant est sans arrêt en situation d'échec. Ça va générer un sentiment d'infériorité et bien sûr bah, des troubles émotionnels qui vont être associés, hein, un sentiment d'efficacité, ben, de ne pas être efficace, de la culpabilité beaucoup, qui existe beaucoup chez ces profils-là, culpabilité vis-à-vis bah, de la famille d'abord, de l'entourage, et vis-à-vis aussi de l'enseignant, de tout le monde, on ne se sent pas à la hauteur. Et, et ça peut générer soit de l'agressivité, soit de la tristesse, mais réactionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, cette agressivité ou cette tristesse, elle va dépendre directement de ces troubles 10 ou en tout cas des conséquences de ces troubles 10 et TDAH. Euh, et ça va générer quoi? Ben, ça va générer des conflits avec l'environnement. Donc, c'est ça qui peut être difficile aussi, c'est que ces enfants et ces jeunes qui ont ces troubles 10, parfois, dans leur environnement familial et un peu plus global, ne comprend pas forcément ces difficultés et voilà, ça peut entraîner des conflits qui peuvent être très difficiles et il va falloir aussi prendre en considération ce contexte dans l'accompagnement qui va être proposé à l'enfant. Ça, c'est extrêmement important puisque l'enfant va vraiment avoir besoin de soutien et du soutien de tout le monde pour pouvoir progresser. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et pour pouvoir progresser et surtout être dans un environnement où l'enfant va être mis dans une dynamique de réussite. C'est vraiment ça qui est central pour arriver voilà, à progresser et à développer des compétences nouvelles. Et à pas se décourager, à pas avoir des problèmes de confiance en soi, de difficultés psychologiques, hein, tout simplement. Donc vraiment, c'est trouver les moyens dans l'environnement de mettre les enfants qui ont ces difficultés dans des dynamiques de réussite, leur permettre de réussir. Alors, Déborah, oui, avant de faire oui, cette des énigme, petites, ouais, est-ce que tu peux des remettre petites le questions. diapo Ouais, d'avant? Et puis en fait, on a pas mal de questions, j'en ai beaucoup en fait. ok. Alors, je remonte, hein, hop. Alors, il y a à un moment donné sur les 10, on a abordé les signes en fait. Alors, Oui. les questions, c'est quel signe peut alerter les familles? Des signes bien particuliers sont-ils associés à un trouble particulier? C'était la première question. Ouais, d'accord. Eh bien, les signes, il y en a plein. Alors, ça peut être effectivement dès tout petits, des signes de difficulté au niveau du langage, hein. L'enfant a du mal à communiquer. Et après, au niveau de l'écriture, la lecture, ben, c'est dans le cadre scolaire, c'est voir qu'en fait, l'enfant va pas progresser au même rythme que les autres et puis surtout, s'il y a un doute, c'est ne pas attendre en fait, ne pas laisser passer du temps, mais vraiment tout de suite faire, voilà, contacter la maîtresse, quand on est parent, vraiment c'est dire les choses et essayer de mettre un dispositif en place pour faire évaluer l'enfant par des professionnels
qui vont pouvoir évaluer justement les troubles. Donc, en fait, je dirais que c'est un petit peu une intuition, un sentiment qu'on peut avoir en tant que parent ou en tant que professionnel de la petite enfance ou en tant qu'enseignant, on a une intuition il y a quelque chose avec cet enfant qui ne se fait pas comme ça se fait habituellement, au niveau du langage, au niveau, donc ça peut être le langage, la compréhension, hein, ou au niveau de la parole, ça peut être au niveau voilà, de l'écriture, la lecture, et on va bah, voilà, essayer d'aller voir de plus près ce qui se passe. Mais c'est surtout de pas se... Enfin, quand il y a une intuition que quelque chose ne va pas, c'est ne pas se dire non, mais c'est pas grave, ça va passer, ça va aller avec le temps. Et puis en fait, le temps passe et des fois, ce temps-là, il est précieux pour mettre en place un accompagnement qui va tout de suite aider l'enfant. Plus on le laisse avec ses difficultés et sans accompagnement, plus bah, l'écart entre les enfants qui ont pas de problématique et ces enfants qui ont cette problématique d'apprentissage va se creuser. Donc, c'est vraiment super important de réagir vite dès qu'il y a des doutes, surtout qu'en plus, comment dire, la prise en charge peut être assez longue, hein. C'est pour ceux qui ont eu des parcours avec, voilà, trouver des rendez-vous chez les orthophonistes, etc. Tout ça, ça met beaucoup de temps, c'est très long. Donc, voilà, faut vraiment euh, tout de suite, dès qu'il y a un ressenti, il faut pas hésiter à en parler, ça c'est extrêmement important. Il y a une Je ne autre sais pas si j'ai question. bien répondu à la question du coup. La personne pourra réagir du coup Ouais, pour voir voilà, c'est pas exactement. hésiter s'il faut voilà, plus de niveau de détails, si je peux les donner aussi, hein, voilà. Est-ce que les troubles 10 peuvent être accentués par des facteurs extérieurs? Exemple, stress. Oui, bien sûr. De toute façon, le stress, ça, voilà, ça accentue tout, hein, toutes les situations. Donc, quand il y a déjà un trouble, une difficulté, bah, l'enfant qui est en plus en situation de stress, donc alors, il y a le trouble 10 qui peut générer du stress, mais l'enfant peut être lui-même dans un contexte stressant qui va pas aider pour le trouble 10. Donc, ça peut accentuer vraiment les difficultés, puisque en fait, les trouble 10, vous vous rappelez, on l'a vu tout à l'heure, c'est une difficulté dans l'automatisation des tâches et avec cette fatigue de devoir gérer cette double tâche. Mais si en plus l'enfant ou l'élève est en situation de stress, il ne va pas pouvoir mobiliser et concentrer toutes ses ressources à faire la tâche, mais il va être voilà, distrait par son stress tout simplement, et du coup ça va interférer de manière négative avec les apprentissages. Et déjà, on le voit sur des élèves qui fonctionnent, qui n'ont pas ces troubles 10, des élèves qui n'ont pas ces troubles 10, mais qui ont des problématiques de stress, hein. On peut avoir des élèves très anxieux. Et ben, cette anxiété va pouvoir générer aussi potentiellement Alors, on ne parle pas de troubles d'apprentissage, mais des difficultés d'apprentissage qui peuvent être temporaires et qui peuvent être réglées si le stress est réglé, en fait. Il y a une autre question. On parle de Oui. dysphasie à partir de quel âge? Sachant que le développement du langage chez l'enfant peut être retardé par la prématurité de ses apprentissages et aussi de son accompagnement familial. Ah oui, alors ça, je pense que ça dépend un petit peu, ça, je voudrais pas m'avancer sur un âge particulier, mais effectivement, on sait que un enfant va voilà, la parole arrive autour de 2 ans. Il y a des enfants qui sont très précoces, qui vont parler avant, et puis d'autres qui parleront plus tardivement, hein, vers 2 ans et demi, voire un peu plus tard, sans que ce soit problématique, hein. Donc, il y a vraiment des variations très importantes au niveau du développement bah, de la parole et du langage. Et du coup, bah, la dysphasie, effectivement, ça doit rentrer dans ces âges-là. Mais après voilà, je pense que c'est important d'avoir un diagnostic spécifique et sur mesure en fonction des enfants pour pas se tromper
entre en fait ce qui est normal, ce qui est le développement normal de l'enfant et ce qui représente un trouble tout simplement. Donc quand on a un doute, c'est voilà, encore une fois, alerter le parent pour qu'il puisse prendre un rendez-vous auprès d'un professionnel et alors alerter le parent sans le stresser, hein, parce que les parents sont toujours souvent, c'est normal, hein, stressés avec leurs enfants, hein. Donc voilà, l'idée, c'est de leur dire simplement qu'on a remarqué quelque chose, qu'on a identifié quelque chose et que ce serait bien que, voilà, que l'enfant puisse voir quelqu'un pour que ça soit évalué, en fait, tout simplement. Parce que s'il y a une difficulté, ça va pouvoir être, par exemple, être prise en charge avec des fois, ça peut être juste un petit retard de développement. Et dans ces cas-là, avec une petite rééducation, des exercices, ça va pouvoir aussi fonctionner, qui vont être qui vont durer juste un temps assez court. Puis parfois, effectivement, c'est la détection de troubles qui sont un peu plus importants, mais du coup, c'est important de faire cette prise en charge-là aussi et voilà, d'évaluer et de dépister le plus tôt possible. Et puis, des fois, en tant que professionnel aussi, on peut avoir eu un sentiment, se tromper, et puis c'est pas grave. L'enfant n'a pas de souci particulier, c'est juste qu'il se développe à son rythme, peut-être un tout petit peu plus lentement que les autres, mais c'est pas un souci. Voilà, le parent aussi sera rassuré et puis pourra avancer avec ça. Mais voilà, le moindre doute, faut pas hésiter à poser les questions aux personnes qui sont en capacité d'évaluer tout ça. Alors, il y a encore, je vais vous poser plusieurs questions qui suivent, Ouais, mais je pense qu'on peut faire une réponse globale. Donc, ouais, alors, les 10 sont-ils héréditaires? ouais, Il y a aussi un enfant peut-il cumuler plusieurs troubles 10? oui. Et la troisième question qui peut aller encore avec, c'est est-il possible de passer à côté d'une dyslexie ou Ouais. dysorthographie jusqu'au collège? Voilà. Oui, 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 oui. Oui, alors effectivement, ce sont des troubles neurologiques, hein, donc le trouble, il est là depuis la naissance de l'enfant. Est-ce que ça peut être héréditaire? Est-ce que effectivement, peut-être que on a dans des familles des troubles qui se transmettent. Après, c'est toujours difficile. Je pense qu'il doit y avoir des études là-dessus, mais de faire la différence entre finalement ce qui est inné et ce qui va être transmis et ce qui est acquis, qui va être en relation avec le contexte où l'enfant va grandir et qui va expliquer potentiellement que on soit face à, voilà, à des parents avec des troubles 10 qui vont avoir des enfants, mais on ne le voit pas plus que parfois c'est le cas et d'autres fois. Enfin, des fois, on a des enfants avec des troubles 10 et et les parents ont des troubles, ou il y en a dans la famille, et des fois pas du tout, les enfants ont des troubles 10, et c'est quelque chose dont la famille, par exemple, n'a jamais entendu parler aussi. Donc, troubles neurologiques, et je me rappelle plus, la dernière question, c'était quoi? Tu me C'était sur est-il possible de passer à côté Oui, jusqu'au oui. collège? Oui, 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 tout à fait. Alors c'est possible de passer à côté. Il y a, enfin, moi, je sais que, enfin, moi, dans l'école où j'étais, donc on recevait, enfin, des jeunes à partir de la seconde jusqu'au BTS, et on a effectivement identifié des jeunes avec des dyslexies, des dysorthographies, donc qui n'avaient jamais été détectés auparavant. Tout à fait. Donc effectivement, ce sont des profils en échec scolaire, ou en tout cas en grande difficulté scolaire, mais qui n'ont jamais vu une orthophoniste, ou qui n'ont jamais eu d'aménagement, ou jamais, voilà, qui sont passés à côté du circuit de l'accompagnement, tout simplement. Effectivement, ça arrive. Donc il y a ces cas-là qui pourtant auraient pu être détectés, mais c'est de moins en moins le cas, parce que je crois que quand même maintenant les professionnels sont de plus en plus formés, de plus en plus vigilants, on en parle plus. Donc c'est moins le cas qu'avant, mais c'est vrai que il y a encore quelques années, c'était plus difficile effectivement. Enfin, parfois il y avait des élèves 10 qui n'avaient pas été détectés du tout. Et puis, on a aussi des élèves 10 qui ont eu des capacités de compensation spontanées, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont été capables de mettre en place des moyens pour pallier à ces difficultés. Donc, du coup, en fait, ils ont des troubles 10, mais les conséquences de ce trouble n'ont jamais été visibles, parce qu'ils ont réussi à trouver en fait des moyens pour s'adapter, pour
compenser. Donc, ce sont des élèves qui ne sont pas détectés ou qui sont détectés par hasard, beaucoup plus tardivement, voire des personnes aussi qui n'ont jamais été identifiées parce qu'elles ont réussi à gérer, à compenser cette difficulté, en fait, tout simplement. Ça arrive. Bon, j'essaie d'accélérer sur les questions. Il y a aussi le manque d'empathie fait-il partie d'un enfant TDA? Et la scolarisation en classe Ulysse est-elle une solution ou un clivage? Voilà, et enfin, Ouais, sur tout ce qui est scolaire, ouais. pour les Mm. examens officiels, il y a toujours des épreuves écrites où les adaptations peuvent-elles aller jusqu'à l'oralisation de toutes les matières? Ouais, alors, donc déjà, l'empathie, c'est ça. Est-ce que les enfants qui ont le TDAH sont empathiques ou pas, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors, pour moi, enfin, l'empathie, c'est ce qu'on appelle une soft skill. Alors, c'est quoi une soft skill? Alors, soft skills ou une compétence psychosociale. Donc, c'est-à-dire que c'est une capacité qui se développe, qui peut s'apprendre. L'empathie, évidemment, il y a des personnes spontanément qui sont plus ou moins empathiques, mais pour autant, voilà, ça peut s'apprendre, ça peut se développer et notamment avec tout ce qui est gestion, enfin intelligence émotionnelle et gestion des émotions. Donc ça, c'est des solutions qui sont très intéressantes pour ces profils-là, hein, ces profils TDAH, de les accompagner dans la gestion des émotions avec des ateliers bien spécifiques et ça va développer de l'empathie. Donc en fait, l'empathie, elle peut se développer chez tout le monde à partir du moment où on la travaille. Et chez je dirais que voilà, il peut y avoir des enfants sans ces troubles-là qui n'ont pas beaucoup d'empathie, d'autres qui en ont spontanément. Et puis après, on peut aider à améliorer ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, enfin qu'on commence à voir un petit peu en France, hein, où il y a des ateliers de plus en plus qui sont développés sur voilà, la gestion des émotions. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour travailler sur l'empathie. Et ça va aider à diminuer les troubles et notamment l'impulsivité, puisque ça va permettre à l'enfant de pouvoir mobiliser ses ressources en lui-même, pouvoir se calmer, pouvoir comprendre ses émotions, comprendre ce qui se passe et du coup, voilà, diminuer, on va dire, l'expression des émotions. Et enfin, dernière question avant de continuer. Est-ce qu'on pourrait citer les acteurs permettant de détecter soit le 10, par exemple, le diagnostic, et Ouais. ensuite, la question, c'est quels sont les tests qui permettent de détecter le TDA, ou, je ne sais même pas si on parle de tests d'ailleurs, hein, Oui, si, si. mais Alors, voilà. si, tout à fait. Donc, je pense que c'est. Alors, et il y a la médecine scolaire, bon, même si elle est de moins en moins présente, hein, c'est le médecin généraliste, hein, enfin, à qui il va falloir parler, expliquer la problématique et qui va envoyer vers une orthophoniste. Et en général, enfin, en tout cas, moi, dans les dossiers, les accompagnements qu'on a des élèves avec les troubles 10, vraiment l'accompagnement, enfin, euh, ils sont testés, donc évalués avec des tests particuliers par les orthophonistes dont c'est vraiment le métier et qui vont pouvoir faire un diagnostic très précis et assez complexe, assez technique. Et à partir de là, à partir de ce diagnostic qui est vraiment un diagnostic en relation avec l'enfant, l'orthophoniste va mettre en place un accompagnement et voilà des mois, voire c'est plutôt des années d'orthophonie. En fait, l'enfant et après le jeune, hein, le collégien, lycéen. Lycée, c'est un peu moins vrai parce que souvent, ils en ont marre un peu de l'orthophoniste, mais vont être accompagnés en parallèle de leur parcours, de leur cursus scolaire par une orthophoniste qui va vraiment les accompagner et par rapport à leurs troubles et elle peut aussi, elle le fait, les tester régulièrement pour voir l'évolution aussi et réajuster l'accompagnement. Et, et ensuite, du coup, évidemment, c'est ça, il va falloir travailler en relation, donc l'orthophoniste et l'enfant. Donc ça, c'est le contexte hors scolaire, mais à l'école, c'est très important que les enseignants soient au courant des difficultés de l'enfant. Et là, ça va donner lieu à ce qu'on appelle un PAP, un plan d'accompagnement personnalisé. Alors,
je veux pas trop m'avancer parce que c'était comme ça il y a 4 ans. Je pense que ça n'a pas changé depuis, ça a beaucoup changé, mais je crois que c'est toujours comme ça. Enfin, je vais vous C'est toujours comme expliquer. ça. Voilà, l'idée est toujours la même, mais après, de temps en temps, ils changent les noms. Mais le plan d'accompagnement personnalisé, c'est quand on reçoit un enfant dans un établissement, on va vraiment identifier très précisément ses besoins, son profil, récupérer, voilà, collecter tous les éléments qu'on peut. Donc, effectivement, les bilans chez les orthophonistes, les évaluations, essayer de voilà, recenser toutes ces années, comment ça s'est passé sur le plan scolaire, voilà, récupérer un maximum d'informations pour ensuite proposer à l'enfant et aux jeunes un cadre qui soit le plus sécurisant possible et qui le mette en dynamique de réussite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire après faire le relais, justement. Enfin, en général, il y a quelqu'un dans un établissement qui coordonne tout ça, hein, c'est un référent. Et après, il va se mettre en relation avec voilà, toute l'équipe pédagogique qui va être au courant des difficultés et des aménagements à mettre en place. Donc, dans les aménagements à mettre en place, on peut avoir bah, justement l'oralisation des consignes au maximum. On peut avoir des photocopies avec des photocopies agrandies, en fait, hein. Des fois, ce sont des grandes feuilles avec vraiment des grands caractères, avec des sauts, donc interlignes 1,5 pour pas que les lignes soient toutes collées et qu'ils aient des difficultés et qu'ils sautent des lignes, par exemple. On peut mettre des codes couleurs, ça c'est très, très intéressant aussi. Éviter au maximum les polices avec sérif. Alors vous savez, les polices avec sérif, c'est par exemple toutes les polices type Time New Roman avec des petites choses là au bout des lettres. Ça, c'est très difficile à lire pour les dyslexiques et plutôt voilà, favoriser des polices type Arial, Verdana ou autres, tant qu'elles n'ont pas de sérif et vraiment agrandir ces polices-là. Et après, ça va être aussi voilà, du sur-mesure, vraiment en fonction de l'enseignant, de sa discipline. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour l'élève pour lui faciliter au maximum la tâche? On évite de faire lire, bien sûr, les élèves 10. Ça, c'est hyper important, surtout quand ils le demandent, quand ils ont des difficultés. Quand ils veulent lire, il faut les faire lire sur des tout petits textes pour lesquels ils vont vraiment réussir à lire. Ça, c'est important. Toujours de les mettre en situation de réussite. Certains peuvent demander des ordinateurs. Donc ça peut faire l'objet d'une demande. Ils peuvent avoir des ordinateurs sur l'année avec des logiciels spécifiques qui vont les aider. Ça, il y en a qui en ont. Pour les troubles de l'attention, parfois, on a des aménagements du type, bah, l'enfant a le droit de se lever de sa chaise, de bouger un peu, parce que c'est très difficile sinon voilà, pour le jeune de rester assis pendant 2 heures dans un cours sans se lever de la chaise. Donc voilà, on met en place vraiment des aménagements qui vont être des aménagements sur mesure et qui vont vraiment correspondre à l'enfant et puis après aux jeunes. Et ça, c'est dans la partie, on va dire, scolaire, hein. Mais après, il y a les examens, hein, puisqu'ils passent des examens, je pense au bac, au BTS. Et là, on fait des demandes d'aménagement spécifiques. Et au niveau des aménagements, si ça n'a pas changé, c'est les tiers-temps qu'on peut avoir, tiers-temps supplémentaires. Alors malheureusement, ce n'est pas toujours adapté, mais voilà, ils peuvent bénéficier de temps supplémentaires. Et pour ceux qui ont vraiment les dyslexies et dysorthographies les plus sévères, ils peuvent avoir ce qu'on appelle un lecteur-scripteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir à l'examen avec eux et qui va lire et écrire, mais vraiment sous leur dictée. Donc c'est eux qui font, mais le lecteur-scripteur est le secrétaire en fait du jeune pour qu'il puisse vraiment se concentrer sur sa tâche et qu'il ne soit pas pénalisé par ses difficultés de lecture et d'écriture. Après, on peut avoir aussi la possibilité, lors d'un examen pareil, de se lever. Enfin, et voilà, il y a différents types. Certains pour les examens peuvent avoir l'ordinateur, mais quand on a l'ordinateur, on n'a pas le lecteur-scripteur. Enfin bon, voilà, il y a des choses qui sont possibles. Par contre, ce qui est très important, c'est le dossier à faire avec beaucoup d'éléments et il faut vraiment s'y prendre dans les temps parce que sinon, passer hors délai, après, on ne peut plus avoir les aménagements. Donc, voilà, c'est quand même des démarches administratives qui sont assez lourdes, en plus qui reviennent chaque année. Donc, il faut vraiment prendre le temps de le faire et ne pas hésiter aussi à se faire aider. Et maintenant, on a quand même de plus en plus d'écoles qui ont des référents qui coordonnent et qui centralisent tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Merci, je pense que si, c'est tout bon. Ouais, faut pas hésiter, hein, si jamais voilà, il y a des choses que je peux préciser davantage
à remettre des questions sur le chat, hein, je réponds avec plaisir. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? On poursuit du coup? Oui, oui, oui. Bon, sachant qu'en plus, du coup, j'ai abordé des sujets que je voulais aborder après, mais du coup, je serai plus rapide après, hein. On va faire comme ça. Alors. Ah ben du coup, on en était à la petite énigme des 9 points. Alors, je ne sais pas pour les participants qui sont connectés, parce que finalement, je ne vous vois pas et je ne vous entends pas. Mais j'ai un retour sur le chat, donc ça, c'est super. Est-ce que vous connaissez cette énigme ou pas? Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'espère qu'il y en a quand même quelques-uns parmi vous. Essayez de prendre quelques instants pour la faire. Donc, je vais lire la question. C'est comment, donc vous voyez, vous avez les 9 points. Donc, c'est comment pouvez-vous joindre les 9 points de la figure en traçant 4 segments de droite sans lever le stylo, sans repasser plusieurs fois par les mêmes points? Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous avez normalement une feuille et un stylo avec vous. Donc, n'hésitez pas à essayer de résoudre cette petite énigme qui est pas facile. Donc, je vous laisse quelques instants. Et ensuite, on va regarder un petit peu la solution. Est-ce qu'on a des réactions sur le chat? Pas pour le moment. Ok, donc a priori, personne la connaît ou ceux qui la connaissent n'ont pas forcément réagi. Exactement, oui. C'est ça, de toute façon, c'est l'un ou l'autre. Donc voilà, je laisse encore quelques secondes. Voilà, pour essayer de résoudre cette énigme. Donc les 9 points, comment relier les 9 points par 4 segments de droite sans lever le stylo, sans repasser plusieurs fois par les mêmes points. Dès que j'ai une remarque, je vous dis. Ok, bon ben alors, est-ce que certains, peut-être que tout le monde est en train d'essayer là en fait, du coup ils n'ont pas le temps de noter sur le chat. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse encore quelques secondes ou on y va? On donne la solution. Je pense que vous pouvez y aller. Allez, c'est parti. Donc voilà la solution. Alors, la solution, c'est une énigme hein, qui est assez connue, hein, qui voilà, a été inventée par un psychologue. Donc en fait, quand on ne connaît pas cette énigme, en tout cas, et qu'on essaye de la résoudre, qu'est-ce qui se passe? On essaye, on se dit que c'est impossible parce qu'en fait, on perçoit véritablement les 9 points du carré comme une limite de laquelle on s'interdit de sortir. Et vous voyez, pour pouvoir trouver la solution, il va falloir en fait déborder de ce carré. C'est ça qui permet en fait, de trouver la solution. Parce que si on reste vraiment dans les frontières du carré, on peut jamais y arriver. Et en fait, c'est une énigme qui permet de symboliser que c'est important de sortir de cette limite qu'on s'auto-impose finalement à nous-mêmes et que c'est important de prendre du recul et de penser hors du cadre. Voilà. Donc, c'était un petit peu pour illustrer ça. Donc, je ne sais pas si certains parmi vous ont réussi ou pas. Juste une personne qui dit je ne connais pas et je n'y arrive pas. C'est dur, c'est très dur, hein. Je connais personne qui y soit arrivé spontanément. Après, quand on a la solution, on se dit, ah bah oui, effectivement. Mais spontanément, c'est très, très, très difficile. Mais voilà, l'idée, c'était d'illustrer un petit peu cette importance de penser hors du cadre et de ne pas s'imposer des limites, ce qu'on a tous tendance à faire. Et du coup, c'est de faire le lien avec les personnes qui ont ces troubles 10 et notamment les personnes dyslexiques, parce qu'en fait, souvent, les personnes qui ont des dyslexies, en fait, derrière ce handicap, ces troubles, il y a un talent qui est assez extraordinaire et que je vais vous présenter maintenant.
Donc avant ça, je voulais juste voilà, faire une petite galerie de portraits de personnages célèbres. Donc j'ai mis plusieurs photos. Je pense qu'ils sont tous assez reconnaissables. Donc j'ai essayé enfin, j'y suis arrivée même d'avoir la parité, hein, homme-femme, c'était très important. Et la question que je vous pose, c'est qu'ont ces personnages célèbres en commun? Donc je pense que vous les reconnaissez tous. Peut-être je vais balayer rapidement quand même. Donc, on a Einstein en numéro un. Voyez, quand je bouge la flèche, ça se voit? Oui, Ouais. oui. Verne, Jules Verne. On a Kennedy, évidemment. Agatha Christie. On a l'actrice Nathalie Baye. On a Erin Brockovich. On a Picasso. Et puis, on a alors moins connue, hein, une chercheuse qui est très, très connue dans son domaine du CNRS qui s'appelle Catherine Bréchignac. Et donc, qu'est-ce que ont ces personnages célèbres tous en commun? Eh bien, tout simplement, ils sont tous dyslexiques et ils ont tous eu des parcours assez exceptionnels. Pourquoi? Notamment parce que la dyslexie est toujours associée à des fonctions perceptives assez exceptionnelles que je vais vous détailler maintenant. Donc, si on revient un petit peu sur le mode de fonctionnement classique de tous les cerveaux, en fait, on fonctionne sur deux niveaux de pensée. Donc, on a la pensée verbale et la pensée visuelle. Donc, la pensée verbale, c'est on pense en mots et les mots forment des phrases et du coup, c'est une pensée qui est assez linéaire et on peut à peu près voilà, la timer à 200 mots par minute. Donc ça, c'est la pensée verbale. Et ensuite, on a un autre mode de pensée qui est le niveau de pensée visuel. Donc visuel, ça veut dire que ça va pas être des mots, mais ça va être des images. Et du coup, on est sur une pensée associative qui est beaucoup plus rapide. Et en fait, en général, les personnes ont les deux niveaux de pensée, verbal et visuel. Après, évidemment, hein, en fonction des personnes, on va être plus ou moins verbal ou plus ou moins visuel, mais en gros, on a la capacité de basculer, voilà, d'aller vers d'un niveau de pensée à un autre, du verbal au visuel. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre avec les personnes dyslexiques, et ce qui leur crée un dilemme, c'est que les personnes dyslexiques, elles ont uniquement le niveau de pensée visuel. Donc, elles fonctionnent par image mentale, c'est-à-dire que tout leur univers va être fait d'images mentales. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que ce sont des images mentales qui peuvent être assez précises en 3 dimensions ou vraiment, enfin même parfois en haute définition où ils vont voir très précisément, ils vont pouvoir zoomer, ils vont pouvoir faire des rotations mentales, ils vont pouvoir se balader dans des univers qui vont voir euh, de manière presque identique à un univers réel. Il y a très peu de différence en fait. Donc ça, c'est vraiment cette capacité à visualiser. Et les personnes dyslexiques, spontanément, elles vont spontanément avoir recours à des rotations mentales spontanées. C'est-à-dire que quand elles voient des objets, quand elles imaginent des objets, tout de suite, elles vont les faire tourner dans tous les sens pour voir un petit peu voilà, comment ils apparaissent dans tous les sens. Et c'est quelque chose qui n'est pas volontaire, qui n'est pas conscientisé, mais qui va être complètement spontané et automatique dans leur mode de fonctionnement. Elles savent même pas en fait qu'elles fonctionnent comme ça, mais c'est vraiment une spécificité de la personne dyslexique. Et du coup, vous voyez, le dilemme des dyslexiques, c'est quoi? C'est quand la personne dyslexique arrive, est en situation d'apprentissage, la lecture et l'écriture va devoir commencer à manipuler des symboles, eh bien, c'est là que ça va être compliqué. Parce que, encore une fois, la dyslexie, la dysorthographie, et tous ces troubles-là, ça pose problème dans notre société, dans une société où on lit, on écrit, etc. Mais dans d'autres contextes, où il n'y aurait pas cette manipulation des données verbales, il n'y aurait aucun problème. Encore une fois, c'est le contexte qui crée le handicap. Et du coup, effectivement, tant qu'ils ne sont pas obligés de lire et d'écrire, il n'y a pas de souci. Et les problèmes commencent quand ils sont confrontés à la lecture et à l'écriture. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que
quand l'enfant apprend à lire, ben, il apprend à lire des symboles avec des lettres qui représentent des symboles et chaque lettre a une place bien précise. La différence avec l'élève qui a ce trouble, donc cette dyslexie, lui, il va considérer non pas le symbole, mais il va considérer l'objet. C'est-à-dire que la lettre va être spontanément retournée dans tous les sens. Et c'est instinctif. Et vous voyez, vous comprenez du coup la difficulté derrière que ça va engendrer au niveau de la lecture. Parce qu'en fait, pour l'élève 10, qu'on mette un Q, un P, un D, un B, c'est pareil pour lui, c'est le même objet, sauf qu'il est vu de points de vue différents. Alors qu'en fait, eh ben, quand on raisonne en termes de symboles, quand on doit apprendre à lire et à écrire, eh bien non, en fait, dans toutes les images mentales que l'élève dyslexique va se créer, donc ce Q, P, D et B qui pour lui est la même chose, un objet finalement en mouvement avec des rotations différentes, en réalité, il n'y aura qu'une seule image qui est juste. Et donc, ça va être très difficile parce qu'il va falloir qu'il apprenne à ne plus fonctionner de cette manière-là pour basculer progressivement dans le mode verbal. Et c'est vraiment ça, cette difficulté. Mais c'est aussi ce qui est extraordinaire, en fait, chez les personnes dyslexiques, puisqu'elles ont ces facultés-là de créativité, d'imagerie mentale beaucoup plus développées que chez les autres personnes, et notamment les personnes qui ne souffrent pas de ces troubles-là. Et, et du coup, bah, ça va créer tout un tas d'atouts et ces atouts, ils vont être très, très, très importants à prendre en considération, surtout quand enfin, c'est important de mettre l'élève en situation de réussite et donc d'arrêter de toujours pointer ce qui ne va pas, mais de montrer aussi, de mettre en évidence, de mettre en exergue ses compétences extraordinaires et qui vont voilà, générer une intuition très, très développée, une pensée imagée, donc une pensée multidimensionnelle, donc justement pas une pensée linéaire, mais une pensée qui part dans tous les sens, mais qui va vraiment être très, comment dire, qui va être très fournie en fait. Donc ça va générer de la créativité, ça va générer aussi des stratégies de compensation, ça va faire des élèves, si on les met dans un bon contexte, qui vont faire preuve de vraiment d'ingéniosité, d'une meilleure compréhension des situations, aussi d'une compréhension des mécanismes, hein, et notamment avec cette capacité à faire ces rotations-là, ça c'est très important. Au niveau des capacités un peu plus psychologiques, c'est aussi plus de courage, plus de persévérance, un véritable désir de progression et aussi bah, de la résilience. Ça, c'est très important parce que quand on est comme ces élèves en difficulté dès le plus jeune âge, confrontés à des difficultés comme ça, ben, il va falloir bah, les surmonter, ces difficultés, et apprendre et devenir plus fort et faire preuve justement de résilience. Donc ça, c'est véritablement des atouts très positifs qui peuvent être mis en valeur et qui doivent être mis en valeur et pas toujours parler du trouble, des difficultés, des échecs, mais plutôt de mettre encore une fois l'enfant en situation de réussite et de parler de tout ce qui va bien chez lui et de tout ce qui est extraordinaire. Parce que voilà, tout le monde a des choses extraordinaires et c'est vraiment très, très, très important de faire ce travail sur les forces et le développement de ces forces qui vont représenter des socles extrêmement importants de développement pour la suite. Donc, un enjeu très important, puisqu'on parlait de contexte, c'est l'accessibilité. Et donc là, j'ai essayé vraiment de représenter l'importance de l'environnement. Si on met un enfant, un jeune dans un environnement adapté, il va y avoir une réduction des conséquences du handicap. Si cet enfant, ce jeune, il est dans un environnement inadapté, on parle même plus de handicap, on
parle de surhandicap, c'est-à-dire que le contexte inapproprié va rajouter du handicap au handicap. Et c'est pour ça que c'est très important de parler de situation de handicap, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut agir. Ça veut dire que on va pouvoir réfléchir, tout le monde ensemble, se mettre autour d'une table pour essayer de faire en sorte que le contexte soit le plus favorable possible à l'enfant. Donc vraiment qu'il y ait cette accessibilité, et ça va mettre l'enfant au maximum en situation de réussite. Et ça, c'est extrêmement important, et c'est un enjeu qui est vraiment, vraiment crucial. Et c'est pour ça que dans le langage, c'est important de ne pas parler de être handicapé, mais d'être en situation de handicap, parce que c'est vraiment le contexte qui va générer ou pas le fait qu'on se sente en situation de handicap. Et voilà, tout le monde, un jour ou l'autre, est en difficulté avec le contexte et peut ressentir justement cette difficulté. Et c'est important de se dire qu'on peut agir dessus et qu'on peut changer les choses, et que c'est pas comme ça et qu'on ne peut rien faire, que c'est une caractéristique innée ou acquise, et que ça sera toujours comme ça, parce qu'on peut aider en mettant voilà, en organisant les choses pour que le contexte soit favorable, propice à l'enfant, et puis après aux jeunes, et puis aux adultes, hein, qui peuvent encore avoir des difficultés par rapport à ça. Donc là, on est vraiment au niveau de, enfin, la porte d'entrée, c'est l'école, hein, mais on pourrait dire que voilà, on pourrait remplacer école par société, hein, puisque l'idée c'est ça, hein, c'est d'aller vers une société qui soit de plus en plus accessible et inclusive. Et c'est du coup effectivement la mise en place de compensation adaptée. Donc, il y en a 3 types, hein, humaines, financières et matérielles. Donc, ça, je me suis pas mal attardée au niveau des questions tout à l'heure là-dessus. Donc, je pense que je vais peut-être pas revenir voilà, sur les plans d'accompagnement personnalisés. Ça, j'ai pas mal répondu. Les aménagements d'examen. Donc là, les compensations, elles peuvent être humaines, donc c'est-à-dire vraiment une aide, quelqu'un qui va aider, donc l'enfant, par exemple, une AVS, ou après, plus grand, voilà, ça peut être les lecteurs scripteurs dont je parlais tout à l'heure. Financière, c'est des demandes. Il peut y avoir des possibilités de faire des demandes pour avoir une aide financière. Et matériel, bah, c'est tout ce qui va pouvoir être mis en place dans la classe pour aider l'enfant. Donc les ordinateurs dont je parlais tout à l'heure, mais ça peut être du matériel spécifique, hein, du matériel scolaire spécifique. Ça peut être des stylos qui vont aider à écrire mieux, qui vont au niveau de la prise en main. Ça peut être des règles, des équerres qui vont aider, enfin tout le matériel. Il y a vraiment du matériel qui est spécialisé pour aider ces enfants à ce qu'ils fassent le travail, enfin à les aider véritablement dans le travail écrit et scolaire qu'ils ont à faire. Il existe des pinces aussi pour bloquer par exemple les pages des cahiers. Enfin voilà, il y a plein de fournitures et de matériel qui peuvent véritablement aider les enfants. Je pense aussi par exemple aux enfants qui ont des difficultés de troubles de l'attention avec l'hyperactivité, qui, vous savez, ont du mal à rester sur une chaise. Bah, on peut mettre des coussins. Des coussins qui s'achètent en général. Alors, à Decathlon, il y en a. C'est c'est des coussins qui sont utilisés pour voilà, le pilate, la gym, etc., pour mettre en situation de déséquilibre permanent. Et en fait, on le met enfin, sur la chaise de l'enfant. Et du coup, ça va créer des micro-mouvements qui va être positif et agréable pour l'enfant, parce ça va lui permettre de bouger, mais voilà, sans forcément bouger dans la salle et être en difficulté par rapport à tout le groupe. Donc, il y a des petites choses comme ça, des aménagements qui peuvent être mis en place, donc au niveau matériel, qui peuvent être très, très, très intéressants. Donc, je ne sais pas si je développe plus là, parce que je m'étais pas mal arrêtée là-dessus. Il y a une question Euh, sur les aides financières possibles ou les oui, organismes financeurs. oui, oui. Il y a, alors, je sais que c'est possible, mais honnêtement, et voilà, ça, il faut demander. Je pense que c'est directement auprès des écoles ou des personnes qui sont. Ça, je pourrais pas rentrer plus dans les détails, mais je sais que ça existe, je sais qu'il y en a. Sinon, il n'y a pas d'autres. Ok.
Donc, et là, pareil, j'ai un petit peu évoqué ça tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est vraiment que les enseignants puissent développer une pédagogie qui soit vraiment orientée sur ces soft skills, donc ces compétences douces, ou on appelle ça des compétences psychosociales, hein, dans le monde de l'éducation, pour vraiment voilà, accompagner les élèves, et d'ailleurs tous les élèves, hein, pas que les élèves qui ont les troubles 10, parce que vraiment c'est quelque chose qui va être bénéfique pour tous les élèves, mais y compris aussi pour les élèves, les enfants, les jeunes qui ont ces difficultés-là, de vraiment mettre en place une pédagogie qui va être centrée sur le développement de la créativité de l'enfant. Donc, par exemple, avec voilà, beaucoup de cartes mentales, hein, qui peuvent vraiment aider à organiser ses idées de manière différente et à faire un travail créatif. Il y a aussi voilà, cette notion d'apprendre à apprendre, c'est d'avoir conscience pour l'enfant très tôt de ces mécanismes, en fait, comment il fonctionne, comment il apprend, comment fonctionne son cerveau, et de pouvoir lui expliquer ça, faire des petits ateliers, s'appuyer un petit peu sur les neurosciences, et lui permettre d'accéder à ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire se regarder en train de faire, s'analyser, prendre du recul, comprendre comment on met en place des méthodes, etc. Et c'est vraiment s'arrêter sur ces aspects-là pour les aider à prendre conscience de ça, à conscientiser en fait les apprentissages. La gestion des émotions, ça je me suis arrêtée tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, pour développer l'empathie, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça va aider pour la gestion du stress aussi, et ça aide bien sûr tous les enfants, et c'est très 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 indiqué aussi dans le cadre de troubles 10, et évidemment TDAH aussi. Travailler sur la confiance en soi, bien sûr, et sur la résilience aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment dans la pédagogie de ne pas être que sur les savoirs fondamentaux, mais d'essayer de mettre en place de plus en plus voilà, de petits ateliers qui vont prendre en considération ces dimensions, parce que ça va vraiment aider tous les enfants, et aussi les enfants qui ont ce type de troubles-là. Et après, pour les jeunes aussi, plus tard, hein, dans les collèges, les lycées, ça fonctionne très, très bien, ces ateliers-là. Et ça aide aussi pour la dynamique de groupe, et pour avoir des groupes qui sont plus positifs, agréables, bienveillants. Ça, c'est extrêmement important. Parce que des fois, dans le groupe, il peut y avoir des difficultés entre les élèves qui, justement, qui n'ont pas de problème particulier, pas de besoins spécifiques, et les élèves ou les jeunes qui ont des besoins spécifiques, avec des troubles spécifiques, et qui, du coup, on va mettre en place un contexte qui va être aidant. Donc, avec, par exemple, ils ont droit à un ordinateur, mais du coup, les autres élèves, les autres jeunes collégiens, lycéens, ils n'ont pas droit à l'ordinateur, ils n'ont pas droit aux photocopies, etc. Donc, il peut se créer comme ça, voilà, des conflits, des jalousies. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler sur le groupe, la dynamique de groupe et les interactions. Parce qu'il y avait une question tout à l'heure, du coup, ça me revient, à laquelle je n'ai pas répondu. Est-ce que c'est mieux vraiment d'avoir des classes spécialisées, ou d'intégrer ces profils-là dans des classes où il y a des profils variés? Bah, moi, vraiment, je suis pour l'intégration. Pour moi, c'est vraiment le mieux. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment former et préparer les équipes pédagogiques et éducatives, parce que c'est pas simple à gérer, les accompagner, et c'est savoir qu'il va y avoir vraiment de l'individualisation, des méthodes d'animation particulières, et un vrai travail sur le groupe, la dynamique de groupe et les relations entre les uns et les autres. Mais si on arrive à créer de la solidarité, de l'entraide, bah, c'est très intéressant justement d'avoir des profils différents, et de pas avoir que les mêmes, de concentrer les difficultés au même endroit. C'est très intéressant de pouvoir avoir cette variété, et très enrichissant pour tout le monde d'ailleurs. Et du coup, bah là, on en a parlé, hein, tout à l'heure, mais effectivement, l'enjeu, hein, du dépistage précoce. Donc voilà, c'est ce que j'essayais un petit peu d'exprimer tout à l'heure. En tout cas, c'est mon ressenti. C'est à un moment donné, quelqu'un est en contact avec l'enfant, voilà, que ce soit la famille, le scolaire, la sphère éducative, le périscolaire, l'assistante maternelle. Voilà, quelqu'un est en contact avec l'enfant et ressent à une intuition, sent qu'il y a avec cet enfant quelque chose qui ne va pas par rapport à sa pratique,
pratique, par rapport à ses habitudes, par rapport aux autres enfants. Donc quelque chose qui ne va pas, ça va en général être quoi? Ben, c'est au niveau des, voilà, des jeux de ballon, rattraper le ballon, la coordination. Ça va être tenir le stylo, écrire. Ça va être difficulté avec les livres, la lecture. Ça va être voilà, un sentiment qu'il y a une difficulté à interagir, à communiquer. Ou voilà, dans le dessin aussi, différentes activités créatives, des activités de motricité fine. Il y a quelque chose, votre expérience, votre œil de professionnel vous dit, là, il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Et à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ah, bah, ça va passer. Ou est-ce que j'alerte? Ben, je pense que c'est important, quand on a ce ressenti-là, cette intuition, de communiquer. Ça ne veut pas dire alerter en disant c'est terrible, il y a un gros problème, etc. Mais c'est de dire, voilà, je ressens quelque chose. Voilà, peut-être que ça serait bien de faire un point, de faire un bilan pour voir ce qu'il en est. Ça, c'est quelque chose qui va aider, puisque effectivement, plus la prise en charge est précoce et plus le dépistage est précoce, plus bah, l'enfant a de chances de ne pas creuser l'écart avec les autres enfants qui se développent normalement. Alors qu'effectivement, si plus le dépistage est tardif, plus bah, il va y avoir un écart qui va se creuser. Donc, comment faire en sorte que l'écart soit, voilà, soit pas trop gros? Bah, le dépistage précoce, c'est vraiment un enjeu très important pour ça, en fait. Et la conclusion, voilà, c'est comme ça, je suis dans les temps parce que je vois qu'il est déjà 19h30. Donc, du coup, la conclusion, ben, je reviens un petit peu sur voilà, les 3 enjeux qui, moi, me semblent vraiment très, très, très importants. C'est le dépistage précoce qu'on vient de voir, l'accessibilité, vraiment travailler sur le contexte et considérer que c'est une situation de handicap et qu'on va mettre en place un contexte qui va être favorable pour le jeune, pour l'enfant, pour qu'il puisse développer du savoir-faire, des compétences et surtout se sentir bien, se sentir sécurisé et progresser. Et le troisième point qui est vraiment très important, c'est de se rappeler que derrière ces troubles, il y a des talents, il y a des capacités extraordinaires et que c'est important de les mettre en valeur, de les mettre en évidence parce que ça va aider l'enfant, le jeune à véritablement développer sa confiance en lui, son sentiment d'efficacité personnelle et du coup à plus progresser dans les apprentissages, hein, tout simplement. Et voilà, et la dernière petite chose, c'est de se rappeler que ces troubles 10, hein, ce sont des troubles qui sont invisibles, qu'on ne voit pas. Et c'est important voilà, d'être observateur et d'essayer de bien voir les situations pour détecter justement quand il peut y avoir des difficultés. Et voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Bah, écoutez, voilà, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, s'il y a des questions supplémentaires, je pense qu'on a encore, Xavier, on a encore un petit peu de temps, je pense. Merci Déborah. Ben là, je viens de décrire hein, que on était proche de la fin pour savoir si des personnes souhaitaient poser des Ouais. questions. Alors pour l'instant, non, parce que c'était juste des petites remarques, hein, notamment sur les aides financières, des personnes qui disaient qu'il fallait faire des dossiers auprès des MDPH, Oui, l'aide notamment. financière, Voilà. c'est vrai que peut-être qu'on peut, c'est intéressant de prendre en considération cette question et peut-être d'essayer de la traiter et de trouver des informations plus spécifiques là-dessus. Parce Souvent, ça qu'effectivement, appartient je au pense que ça intéresse département, en beaucoup de effet, monde. hein, Mm. au département avec les MDPH Ouais. de proposer ça, mais voilà. Donc, Puis il y a des personnes qui. il faut faire une demande auprès de la MDPH, en fait. Mhm. Ouais. Et voilà. Pour l'instant, il y a pas de remarques à part une personne qui était tout à l'heure suite à l'exercice. Merci pour les ménages. Et là, il y a quelqu'un qui dit merci beaucoup pour cet échange intéressant. Ah bah super. On attend encore un petit peu, mais je pense qu'il n'y a Oui. pas de questions. Donc, Bah, c'est vrai que du coup, on en a eu pas mal, on s'est mhm. arrêté pas mal au milieu. Ce qui était intéressant, ça permet de couper un petit peu la présentation aussi et d'être plus dynamique. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va conclure. Donc, parce que je vois les messages qui passent et des merci beaucoup et bonne soirée. Donc voilà, ben, merci beaucoup, Déborah.
Merci beaucoup. Ah, Merci il y a à... une question. Ah, Alors, on va la prendre. Dans l'appréciation des troubles 10, existe-t-il des questionnaires comme il en existe, semble-t-il, pour les troubles de l'attention, pardon. oui, 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 il existe des questionnaires. Alors, je sais que les orthophonistes, enfin, font dans leur bilan, utilisent des questionnaires spécifiques. Alors, j'ai pas les noms en tête de ces questionnaires, mais je pense qu'une recherche rapide, voilà, sur Internet permettra de trouver ces noms de questionnaires. Mais effectivement, de la même manière qu'il y a des questionnaires spécifiques de dépistage des TDA, on a aussi pour tous ces troubles-là. Et c'est des tests qui sont hyper techniques, hyper pointus, hyper assez compliqués, assez longs aussi. Et après, l'orthophoniste fait un compte rendu très, très extrêmement long et détaillé pour rendre compte justement des difficultés de l'enfant à tous les niveaux, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de niveaux par rapport au langage, l'écriture, etc. Mais j'ai pas le nom, ça, je sais pas si quelqu'un a un nom. Il nous faudrait des orthophonistes qui soient Exactement, oui. présentes. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Déborah, Eh ben, merci, merci à vous, merci beaucoup. et à bientôt. À très bientôt. Merci, merci à tout le monde. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.